Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder les principaux tableaux qui sont utilisés en analyse de données. Premier tableau qu'on va souvent utiliser, c'est le tableau des effectifs. Alors, tableau des effectifs, comme son nom l'indique, son idée est de compter le nombre de fois qu'une occurrence apparaît. On va compter les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'individus qui a une caractéristique, par exemple. Alors là, ce qu'on appelle nos individus, ce sont en fait des marques. Dans ce tableau, donc, on a au total 697 marques, donc des marques type Amazon, Carrefour, Dior, etc. Et puis, on a la nature, le type de produits qui sont vendus par ces marques. Et on va caractériser en fait les produits vendus par ces marques de trois grandes façons. Soit on a des marques de services, donc Amazon offre un service, on vous livre des biens que vous achetez sur Internet. Donc sur ces 697 marques, il y en a 309 qui font essentiellement du service. C'est ça l'idée, ou dont le produit phare est du service. On a des marques de produits, 366, donc Abercrombie Fitch, c'est une marque de produit, on vous vend du textile. Sur nos 697 marques, on en a 366 qui font essentiellement du produit. Et puis on a 22 marques qui font du mixte, c'est-à-dire un mélange à la fois de produits et de services. D'accord? Donc on a trois types de, de produits en fait qui sont vendus par ces marques, ou trois types de marques qu'on va classifier selon voilà le produit qu'ils vont vendre, le bien, donc product ici en anglais, 366 sur 697, le service, 309 sur 697, ou un mix, un mélange des deux, 22 sur 697. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'à côté, on a le pourcentage. Donc là, on a la fréquence, l'effectif. On compte le nombre de marques qu'on va mettre dans chaque catégorie. On a le pourcentage. Donc, par exemple, nos 366 marques qui vendent des produits représentent 52,5% de l'ensemble des marques. Donc ça, c'est un tableau des effectifs. C'est très simple. Ça permet de compter le nombre de fois qu'une occurrence apparaît. Alors généralement, ce tableau des effectifs, on va l'utiliser pour compter une caractéristique K-ligne, c'est ça. Donc là, finalement, on n'a pas une variable continue. Une variable continue, c'est une variable comme le revenu. Le revenu est continu, ça va de 0 à l'infini, quasiment. L'âge est une variable continue, elle va de 0 à plus de 100 ans, etc. Mais là, on a une variable en fait qu'on a caractérisée en trois différents types de variables qui ne sont pas des variables numériques. On a des produits mixtes, des produits qui sont des biens et des produits qui sont des services, des marques qui vendent des services. D'accord? Donc quand on a en fait des catégories comme ça, on peut compter par catégorie. Okay? Par exemple, si on avait un âge en tranche, 15-25 ans, 26-50 ans, 51 ans et plus, on pourrait compter le nombre d'individus qu'on a dans chaque tranche. Okay? Par contre, si on a un âge de façon continue, ça ne va pas faire sens de compter le nombre d'individus qui a 16 ans dans une base, qui a 25 ans, etc. Okay? Là, le tableau des effectifs va être utilisé pour compter en fait le nombre d'individus qui sont dans des tranches ou qui ont des caractéristiques comme ceci. L'autre tableau important, c'est le tableau de contingence. Alors, le tableau de contingence, il est plus intéressant pour nous en analyse de données parce qu'il va permettre d'analyser les relations entre plusieurs variables qualitatives ou quantitatives discrètes en croisant les distributions de ces variables. Donc là, l'idée du tableau de contingence, c'est que ça va nous donner un peu plus d'informations que le tableau d'effectifs parce qu'on va croiser différentes variables. On va prendre par exemple deux variables et on va croiser leurs effectifs. Donc l'idée, c'est que le tableau va résumer la fréquence d'une variable en fonction d'une autre. Et du coup, ça nous donne des informations importantes sur la répartition des variables. Alors, le tableau de contingence, ça ressemble plus ou moins au tableau croisé qu'on effectue sous Excel. Voilà à quoi ressemble un tableau de contingence. Donc là, on est sur une autre base de données. On va croiser l'éducation des individus. Donc on a une base de données sur des individus réels, comme vous et moi. On a leur niveau d'éducation qu'on a divisé en trois niveaux. Donc, encore une fois, on ne va pas compter le nombre d'années qu'ils ont passé en études, mais on va juste dire soit ils ont une éducation primaire, autrement dit, ils n'ont pas le baccalauréat, soit ils ont une éducation secondaire, ils ont été jusqu'au baccalauréat, ou soit ils ont une éducation supérieure, c'est-à-dire qu'ils ont un diplôme universitaire. Et puis, on va regarder si ils ont souscrit à un produit d'épargne.
Donc là, on a une base de données de clients d'une banque. On va croiser leur éducation et l'information concernant la souscription ou non au niveau d'épargne. Donc là, on voit ceux qui n'ont pas souscrit, on va les décompter, et là, on voit ceux qui ont souscrit au produit d'épargne. Par exemple, ici, on a 2441 individus qui ont souscrit au produit d'épargne et qui ont un niveau d'éducation secondaire. Et on a 11 270 individus qui ont un niveau d'éducation supérieure et qui n'ont pas souscrit au produit d'épargne. Donc le tableau de contingence est beaucoup plus intéressant pour nous parce qu'on va croiser la deux variables. On a le niveau d'éducation et puis on a le niveau, on a la réponse à la souscription. C'est très bien parce que ça nous donne quelque chose de beaucoup plus fin. Si on avait regardé que la variable de souscription, on aurait pu dire 38 172 n'ont pas souscrit au produit d'épargne, n'ont pas acheté en fait. Et puis 5021 ont souscrit au produit d'épargne, ont donc acheté un nouveau produit d'épargne. Et puis si on regardait le niveau d'éducation, on pourrait dire tout simplement, regardez, sur nos 43 000 individus, il y en a 6 800 qui ont une éducation primaire, 23 000 et quelques qui ont une éducation secondaire et plus de 13 000 qui ont une éducation supérieure. On n'aurait pas pu en dire plus, on a juste compté les effectifs, alors que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va justement pouvoir croiser deux caractéristiques, croiser et le niveau d'éducation et la souscription. Alors ce type de tableau est très intéressant parce qu'il va nous permettre de regarder en fait, par exemple avec les pourcentages, la sous-représentation ou la surreprésentation d'individus dans des catégories. Alors comment on va faire cela? On va regarder par exemple le total, selon le total donc les pourcentages totaux pour les différents niveaux d'éducation, et on voit que dans ma population totale, quand je regarde les 43 000, j'ai 15,7% qui ont une éducation primaire, 53,6% qui ont une éducation secondaire et 30,7% qui ont une éducation supérieure. Okay. Par contre, quand je vais regarder ceux qui souscrivent au produit d'épargne, donc je vais regarder cette case-là, je me rends compte que j'ai 11,7% qui ont une éducation primaire. Donc je peux comparer ces 11,7% aux 15,7%. Ils sont moins nombreux, d'accord, dans ceux qui souscrivent. J'ai 48,6% qui ont une éducation secondaire, alors que dans la population totale, j'en ai 53,6%. Donc là aussi, j'ai relativement moins de personnes qui ont une éducation secondaire dans ceux qui souscrivent que dans la totalité de la population. Mais par contre, et c'est ça qui est très intéressant, j'ai 39,7% des individus qui ont une éducation supérieure dans ceux qui ont souscrit, alors que je n'en ai que 30,7% dans la totalité de la population. Alors, quelle est l'importance de cette information? Ça me dit, regardez, ceux qui souscrivent ont plus souvent une éducation supérieure que ce qu'on observe dans l'ensemble de la population. 39,7 supérieur à 30,7. Et à l'inverse, pour l'éducation primaire ou pour l'éducation secondaire, j'ai des proportions inférieures à ce que je retrouve dans la population totale. Et donc, ça renvoie à ce que je vous ai dit en termes de sous-représentation ou de surreprésentation. Les personnes qui ont une éducation supérieure sont surreprésentées dans ceux qui vont souscrire au produit d'épargne. Les personnes qui ont une éducation primaire ou secondaire sont sous-représentées dans ceux qui vont souscrire au produit d'épargne. Que faut-il en déduire? J'ai beaucoup plus d'individus qui ont une éducation supérieure qui vont souscrire au produit d'épargne, ou autrement dit, ils ont une chance plus grande, ces individus qui ont une éducation supérieure, de souscrire au produit d'épargne que ceux qui ont une éducation primaire ou secondaire. Donc, conclusion, recommandation, si je suis à la tête de cette banque, ou à la tête des télémarketeurs qui vous appellent pour vous proposer le produit d'épargne, je vais cibler essentiellement des personnes qui ont une éducation supérieure, c'est ce que me disent les statistiques, parce qu'ils sont surreprésentés, encore une fois, même s'ils ne représentent pas la plus grosse partie de ceux qui vont souscrire. On voit que la plus grosse partie est représentée par ceux qui ont une éducation supérieure, le plus gros pourcentage est là, mais ils sont surreprésentés par rapport à la population globale. Autrement dit, je vais en retrouver beaucoup plus ici en proportion dans ceux qui souscrivent que dans la population totale.
Et du coup, si je dois proposer le produit d'épargne à un type d'individu, ce sont à ceux qui ont une éducation supérieure, car on voit qu'ils sont surreprésentés. D'accord? Donc là, ce qui est intéressant dans le tableau de contingence, c'est que cela nous permet de croiser deux variables et donc de tirer beaucoup plus d'informations. Vous voyez? Si j'avais seulement compté ceux qui ont une éducation primaire, secondaire ou supérieure, je ne peux pas en tirer grand-chose à part que je sais la répartition dans la population. Ceux qui souscrivent, de ceux qui ne souscrivent pas ou dans la population totale. Alors que quand je vais croiser deux variables, j'ai beaucoup plus d'informations sur des recommandations à tirer. Et l'idée, encore une fois, de l'analyse de données, c'est toujours de tirer des recommandations.